Bonjour à tous, merci à vous de nous retrouver dans cette vidéo avec Hugo Galland. On poursuit un petit peu notre série de discussions et de débats sur la métaphysique, sur voilà, la nature de la réalité et des arguments en faveur de l'existence de Dieu. Dans les vidéos précédentes, on a abordé un petit peu les arguments cosmologiques du calame, de la contingence, l'argument du réglage fin, toutes ces choses-là. Et dans cette vidéo, on se proposait d'aborder un petit peu les arguments moraux, les arguments liés au libre arbitre, des choses comme ça. Donc voilà, Hugo, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors bonjour, merci de m'avoir invité pour ce quatrième débat. Je m'appelle Hugo Galland, étudiant en mathématiques. Nous avons fait 3 débats précédemment sur des arguments cosmologiques. Aujourd'hui, on va aborder des arguments moraux. Donc je te propose qu'on aborde pour commencer un argument ontologique sur les attributs divins, en particulier donc, la nécessité que la cause première puisse être considérée comme bonne. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur le sujet? Alors, si on prend un petit peu les arguments de la métaphysique aristotélicienne et thomiste en particulier, donc on n'en a pas parlé dans les autres vidéos, mais si les arguments de sont valables, on aboutit à une cause première qui est incausée et que saint Thomas appelle un moteur premier qui est acte pur, qui est purement en acte, qui n'a aucune potentialité en lui. Et après, en fonction de ça, les thomistes argumentent en faveur de la bonté de Dieu en remarquant que la bonté est quelque chose qui est ontologiquement positif et que le mal, au contraire, est une absence de bien, est une privation. Et donc, à partir du moment où on concède que la cause première doit être acte pur, actus purus, elle doit avoir un statut ontologique purement positif et elle ne peut avoir en elle-même aucune privation. Et donc, en ce sens-là, sous ce rapport-là, on peut dire qu'elle est bonne. Alors, ça, évidemment, on ne peut pas montrer par la raison seule que Dieu est amour au sens où l'entend la révélation chrétienne. Ça dépasse ce que la métaphysique est capable de montrer. Mais en tout cas, on peut montrer que la cause première ne peut pas avoir de science, sinon elle ne serait pas parfaite. Et donc, une cause qui est acte pur ne peut pas avoir d'absence ou de manque ontologique. Et comme le mal est une absence de bien, il ne peut pas y avoir de mal en Dieu. Donc c'est un petit peu ce que diraient les thomistes sur ce sujet. D'accord. On va revenir sur cette idée d'absence de présence parce que c'est assez intéressant. Mais avant ça, j'aime bien définir les termes qu'on utilise pour débattre. Et en particulier, la notion de bonté, de positif, ne peut être compris qu'en présence d'un système de valeurs prédéfini. Ce qu'on ne fait jamais en fait quand on débat de ce genre de sujet. Et en fait, ça implique qu'on doit disposer avant, a priori, d'une théorie de la morale pour affirmer ce qui est mauvais ou ce qui est bon, et de façon générale, ce qui est imparfait ou ce qui est parfait, puisque la perfection même en elle-même ne peut pas être définie sans une échelle de valeur dont elle serait l'optimum. Donc finalement, on aboutit sur une sorte de tautologie qui ne donne pas de sémantique à la notion de bonté, ni de perfection, ni de positif. En fait, finalement, si on présuppose que c'est en vertu du caractère transcendantal de la cause première que Dieu est bon, on revient à définir axiomatiquement le bon comme la cause première et qu'on aboutit à un raisonnement circulaire. Donc Dieu est bon car Dieu est bon, mais c'est pas très convaincant. Ouais, c'est pas exactement ce qui est dit là. On fait pas. Je dirais pas qu'on fait un raisonnement circulaire parce que enfin, pourquoi est-ce que l'argument de saint Thomas d'Aquin, tu penses que c'est un raisonnement circulaire? Parce que lui, il part juste du mal comme étant une absence de bien, la théorie du mal comme étant une privation. Et derrière, il en déduit que si une cause est, enfin, si on a un être qui est acte pur, qui n'a aucune absence, qui a un statut ontologique purement positif, il peut pas avoir de défaut, et donc qu'il est parfaitement bon. Et je vois pas en quoi c'est circulaire de raisonner comme ça. En fait, ça n'a pas trop de rapport avec la définition intuitive qu'on se fait du bien et de la bonté. En général, il est assez consensuel de considérer par exemple le bonheur comme bon et symétriquement la souffrance comme mauvaise, par exemple. Donc à la lumière de ces définitions, de ces correspondances, il faudrait justifier
en quoi la souffrance est nécessairement un manque et le bonheur est nécessairement un ajout. Effectivement, on a toujours tendance, les théologiens aiment beaucoup assimiler la souffrance à une absence de Dieu, comme les ténèbres qui serait une absence de lumière. Je connais bien la comparaison. Je suis d'accord que c'est une vision qui pourrait paraître poétique, mais en fait, elle n'est pas corroborée par une approche phénoménologique des En fait, notions de être de je souffrance. je pense qu'il y a quand même des analogies. Donc, par exemple, on dira que le froid, ce qu'on appelle froid, est en réalité une absence de chaleur, et que c'est que la chaleur qui a un statut ontologique positif. Et de même, l'obscurité en tant que telle n'a pas de statut ontologique positif, c'est la lumière qui en a un. Et donc, on peut dire que l'obscurité est l'absence de lumière, mais on ne dira pas que la lumière est l'absence d'obscurité. Je dis ça marche que dans un sens, parce qu'il y en a un qui a un statut ontologique positif et pas l'autre. Et c'est pareil pour le chaud-froid. Tu vois, donc ce qu'on appelle froid, en fait, c'est juste quelque chose qui a une température en degrés ou en Kelvin qui est très très basse, mais ça reste quand même une absence de chaleur. J'entends bien, mais on ne peut pas faire la même chose avec la souffrance, par exemple. La souffrance n'est pas toujours un manque. Je sais pas, la douleur en particulier, c'est pas une perception négative. Enfin, c'est une perception positive au sens d'additif. Enfin, Oui. c'est une entité phénoménale particulière qui est ontologiquement consistante. Les qualia douloureuses, ce sont des entités qui disposent d'une existence propre, qui ne sont pas définies par l'absence d'une autre entité. Donc on ne peut pas faire cette analogie-là. C'est un manque, la douleur, enfin comment dire, la douleur, la souffrance est un manque par rapport à ce que la nature de l'être en question devrait être. Donc la nature d'un homme, c'est d'être en bonne santé, et donc à partir du moment où il souffre, on lui coupe un bras, on lui coupe une jambe ou quelque chose comme ça, il y a un manque par rapport à son statut ontologique normal. Et donc la souffrance, c'est quelque chose qui vient s'opposer et qui vient pervertir, si tu veux, le bien qui est le statut ontologique normal de l'être humain. Enfin, je ne sais pas en quoi. Enfin, déjà, ça nécessiterait qu'on puisse définir ce qui relève de la nature humaine ou pas, parce que pour moi, il n'y a pas vraiment de nature humaine. C'est quelque chose qu'on vient ajouter selon une certaine interprétation. Mais encore une fois, d'un point de vue phénoménal, ça ne fonctionne pas comme ça. La souffrance est bien une perception qui est ajoutée, qui est présente dans l'esprit. On peut détecter des traces de souffrance qui n'existent pas si jamais l'individu est dans un état de sérénité. Donc, je ne vois pas trop où tu veux en venir avec cette notion de nature. Après, au début, tu me parlais de la distinction bien-mal. La souffrance, c'est un petit peu distinct. La souffrance n'est pas strictement équivalente au concept de mal. Ce que je veux dire, si on en reste aux notions de bien et de mal, alors on peut voir le mal comme étant une privation. La souffrance, c'est autre chose. C'est pas directement lié au bien ou au mal. Oui, mais bon, la privation, ça peut être interprété de façon différente selon les quantités et les valeurs que tu peux associer aux choses. Euh, Tu as la privation d'une chose par rapport à une autre. C'est pas de la pure ontologie, c'est une question de quelle quantité on va considérer pour considérer que quelque chose est une privation par rapport à quelque chose d'autre. En particulier, lorsque tu parles d'une nature particulière, un être humain, tu vas considérer que l'état naturel de l'être humain, c'est l'état qui est ontologiquement consistant, et que s'il dévie de cette nature que tu peux considérer, il serait dans un état de privation, de manque par rapport à son ontologie. Mais c'est toi qui vas le définir arbitrairement. Ça, il n'est pas noté dans les lois naturelles que il est de la nature humaine de ne pas souffrir, par exemple. Non, c'est pas dans la nature humaine de ne pas souffrir, mais toi, tu nies le concept même de nature humaine. Bah, je ne sais pas ce que tu entends par nature humaine. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse considérer certains états, des états biologiques de l'être humain comme étant naturels par rapport à d'autres. En particulier, un état de souffrance n'est pas moins naturel qu'un état de bonheur. Je ne vois pas sur quoi tu te bases pour considérer qu'une personne en bonne santé est plus dans sa nature qu'une personne malade. Simplement, ce sont Euh, des états différents qui sont liés à des conditions différentes de sa structure. Mais c'est toi qui vas définir en premier lieu la bonne structure, la structure canonique de l'être humain comme l'humain en bonne santé.
Mais en particulier, si on regarde l'évolution, ce qu'on peut considérer comme des dérives, des maladies génétiques peuvent s'avérer être des voies tout à fait fécondes par la suite. Donc, je pense qu'il est assez imprudent de parler d'une nature humaine absolue dans ce genre de Mais cas. par exemple, en fait, quand je parle de nature humaine, je l'entends juste dans le sens de ce qui est conforme à ce que nous devrions être. Donc, par exemple, dire que c'est dans la nature d'un chat d'avoir quatre pattes. Et donc, un chat qui a trois pattes n'est pas conforme à la nature de ce que devrait être un chat. Et Et quand tu utilises le terme de devoir, tu présupposes un système de valeurs arbitraire. Pourquoi le chat devrait avoir quatre pattes? En vertu d'une définition que tu lui donnes arbitraire ou en vertu d'un système de valeurs arbitraire de sa constitution? je pense pas que c'est arbitraire de dire que la constitution d'un chat, c'est d'avoir quatre pattes. Bah, en tout cas, c'est relatif à un système de définition qu'on va calquer sur l'espèce de chat par rapport à nos observations, mais il n'est nullement question de faire de cet état d'observation une prescription sur la nature ontologique des chats. Et d'ailleurs, il est compliqué de savoir précisément quelle est la nature ontologique d'une espèce en particulier. Quand on étudie un peu l'évolution, on se débarrasse assez rapidement du vocabulaire d'espèce, au profit de celui de lignée, par exemple, qui est beaucoup plus pertinent pour souligner l'aspect graduel et transitif de l'évolution des espèces. Mais je vois pas en quoi l'évolution des espèces, ça serait incompatible avec le fait de constater que ces espèces en question ont une nature, par exemple, à évoluer et qui provient d'un ancêtre commun avec le singe. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans la nature humaine d'être. Je dirais que par exemple, l'homme est de nature rationnelle. Ça fait partie de sa nature. Et dire que l'homme est un être de nature rationnelle, ça reste vrai, même si l'homme a un ancêtre commun avec le singe ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que l'évolutionnisme abolit le concept de nature. Je ne dis pas exactement ça, je dis simplement que l'évolutionnisme nous invite à être prudents sur ce qu'on considère être des caractéristiques essentielles à une espèce ou des caractéristiques contingentes ou accidentelles à une espèce. En Ça, je particulier, suis lorsque d'accord. tu dis que l'homme est de nature rationnelle, je pense qu'il serait plus exact de dire que, d'après nos observations, on peut faire une description de l'espèce humaine comme étant dotée majoritairement d'un caractère de rationalité. Je dis majoritairement parce qu'il peut s'avérer que certains êtres humains lourdement handicapés ne puissent pas être capables de cette Oui. faculté. Encore une fois, Et c'est là, une pure description. Il n'est pas question de là, la nature le cas, humaine. le cas des êtres humains handicapés, il remet pas du tout en question la nature rationnelle de l'homme, parce que quand on parle de nature rationnelle, on parle juste du fait que nos facultés cognitives sont naturellement ordonnées à la production de la rationalité. Et c'est pas remis en question juste parce que il y a des êtres humains qui, à l'instant T, ne peuvent pas utiliser leur raison. Ça contredit pas le fait que ça soit dans leur nature d'utiliser leur rationalité. Et de même qu'un chien qui a trois pattes, ça contredit pas le fait que c'est dans la nature d'un chien d'avoir quatre pattes. Euh, donc, tu vois ce que je veux dire? C'est l'aspect naturel, moi, qui me gêne. C'est-à-dire que on peut décrire l'espèce humaine selon nos observations, mais pourquoi considérer certaines caractéristiques comme étant essentielles ou accidentelles? Sur quoi on se base pour dire que telle caractéristique qui est majoritairement présente chez l'espèce humaine est une caractéristique essentielle à sa définition? Je pense, moi, que ce qu'on définit comme espèce humaine, c'est un ensemble de caractéristiques, d'attributs qu'on va observer chez les êtres humains et qu'on va arbitrairement désigner sous le nom d'espèce humaine parce que c'est plus commode pour désigner nos pairs. Mais l'aspect, la distinction entre accidentel et essentiel, dans ce cas précis, me paraît assez artificiel, on va dire. Est-ce que tu es d'accord que il y a des attributs essentiels à l'espèce humaine? Non, justement, je pense que c'est une distinction qui est artificielle et qui est relative à la définition qu'on va calquer sur ce qu'on appelle espèce humaine. En particulier, D'accord, donc nos, tu penses, est-ce que tu penses que dans le monde, dans la réalité physique, il y a des attributs essentiels ou tout est des attributs accidentels? j'aurais tendance à considérer que, en tout cas pour notre vocabulaire des objets concrets, enfin, j'ai une vision assez nominaliste, on va dire, sur la question. Mais je pense qu'on s'éloigne un petit peu du cœur du débat là. Mais... Oui, tu voulais qu'on parle du réalisme moral, c'est ça? Oui, alors
Je voudrais juste ajouter quelque chose concernant la notion d'attribut de bonté à Dieu. On entend aussi un autre argument qui est la vision nécessitariste de la souffrance. On considère en fait que la souffrance est une condition de définition du bien. Et donc, il existe de la souffrance parce que sans souffrance, il ne pourrait pas exister de bien. Est-ce que tu es... Non, je défends pas ça. Tu utilises... D'accord. Non, non. Et d'ailleurs, à ma connaissance, aucun thomiste ne soutiendrait ça, justement, parce qu'il peut y avoir du bien sans avoir de souffrance. Enfin, Dieu, dans son éternité, est parfaitement bon et pourtant il souffre pas. Donc, la souffrance n'est pas une condition nécessaire au bien, sinon on aurait un problème, nous les chrétiens, pour le paradis, parce qu'au paradis, on affirme qu'il n'y aura pas de souffrance et pourtant, ça serait le bien ultime. Donc, on ne peut pas soutenir que le bien nécessite la souffrance. Donc, à ma connaissance, aucun philosophe théiste, enfin en tout cas que je connais, ne soutient ça. Il peut y avoir des théodicées qui font intervenir la souffrance en vue d'un plus grand bien, mais ça, c'est une question distincte. Très bien. Bon, dans tout cas, on est d'accord sur ce sujet-là. Et je voudrais revenir juste en 2 mots sur la conclusion écrite sur ton livre par rapport à la notion de bonté de Dieu. Il est affirmé que on ne peut pas rechercher le mal activement. On ne pourrait pas vouloir le mal pour le mal parce que tout acte poursuit le bonheur. C'est ce que tu as écrit, je crois. Oui, en fait, tout être, ça c'est typiquement aristotélicien et thomiste comme manière de voir, c'est en gros, toutes nos actions, on les fait en vue de ce qu'on pense être le bien. Donc même quelqu'un qui va se suicider, par exemple, il va se suicider dans l'optique de rechercher quelque chose de meilleur pour sa condition. Et donc parfois, il y en a certains qui pensent que c'est l'inexistence qui est meilleure que leur condition actuelle. Mais toutes nos actions, on agit en vue de ce qu'on pense être le bien. Je suis d'accord avec ça, mais je pense qu'il y a une confusion entre la notion de bonheur personnel et de bonheur pour autrui. En particulier, quand un agent social agit sur sa communauté, il peut très bien tirer son plaisir de la souffrance des autres. Un peu comme un système dissipatif qui génère de l'ordre interne et qui engendre de l'entropie externe. Mais en fait, je ne vois pas quel est le paradoxe entre le fait de vouloir le mal pour les autres et d'en tirer du plaisir personnel, comme le ferait un sadique, par exemple. Oui, le sadique, du coup, il se représente, vu qu'il prend du plaisir à voir les autres souffrir, eh bien, son sadisme est motivé parce qu'il pense être un bien pour lui, à savoir prendre ce plaisir de voir les autres souffrir. Donc, ça réfute pas la théorie aristotélicienne et thomiste de la recherche, du fait que tous nos actes sont posés en vue de ce qu'on pense être le bien. Je suis d'accord, mais dans ce cas, quel est l'intérêt de l'argument Parce que je crois que tu voulais justifier avec cet argument que Dieu ne pouvait pas être sadique. Je disais, en fait, non, dans le livre, si je me souviens bien, je dis que, en gros, mon argument, c'est pour le fait que Dieu ne peut pas être mauvais, c'est que il n'a l'être nécessaire n'a aucun besoin de créer le monde pour satisfaire ses propres intérêts. Et donc, si Dieu a créé le monde, en fait, sa création, elle ne peut être que le fruit d'un acte gratuit et généreux, parce qu'il n'en tire aucun profit. Ben, si Dieu a agi gratuitement et généreusement envers ses créatures, c'est que il peut pas vouloir leur mal, parce que justement, Dieu ne tire aucun profit de sa création, vu qu'il est déjà parfait, déjà autosubsistant. Et donc, c'est dans ce sens-là qu'on dit que Dieu ne peut pas être mauvais, parce qu'un Dieu mauvais, il aurait il aurait des désirs, parce que il chercherait à acquérir des choses qu'il n'a pas pour justement satisfaire son propre sadisme, si on veut. Et ça ne peut pas être le cas de Dieu, parce que Dieu ne peut pas avoir de tels désirs. Ça serait de l'anthropomorphisme d'attribuer ça à l'être nécessaire. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'anthropomorphisme, mais il me semble que justement attribuer des qualités comme la patience, la lenteur à la colère ou ce genre de caractéristiques psychologiques, c'est justement faire de l'anthropomorphisme. Alors justement, ça c'est très intéressant que tu dis ça. Effectivement, le langage biblique est très anthropomorphique à l'égard de Dieu. Mais ça, ce que saint Thomas d'Aquin dit bien dans la Somme théologique, c'est que en fait, toutes ces paroles bibliques
elles sont à prendre pas au sens littéral, pas au sens où Dieu se met vraiment en colère comme un papa barbu qui s'énerve, parce que Dieu n'a pas d'émotion, il est purement impassible, d'après la métaphysique thomiste. Et donc, tout le langage biblique qui dit que Dieu se repent ou que Dieu se met en colère ou qu'il agit comme ci plutôt que comme ça, au niveau des émotions, hein, c'est des anthropomorphismes des auteurs bibliques qui ne décrivent pas une réalité ontologique stricto sensus. Donc ça, la tradition catholique est claire sur ce point. Très bien. Alors dans ce cas, je pense quand même que la notion de bonté au sens de vouloir le bonheur de l'humanité est quand même maintenue malgré tout. Et dans ce sens-là, il y a une sorte de symétrie entre le sadisme qui serait de vouloir le malheur de l'humanité et la bonté qui serait de vouloir le bonheur de l'humanité. Indépendamment de cette définition en termes de manque ou de complétude, on voit bien qu'il n'y a pas plus de raison que Dieu crée un monde pour y répandre de la souffrance, ou Dieu crée un monde pour y répandre du plaisir. Ben, logique, ça me paraît métrique. Mais oui, mais sauf que Dieu n'aurait... dire que Dieu crée un monde en vue d'y répandre de la souffrance, de la douleur, des choses comme ça, c'est quelque chose qui contredirait sa nature parfaite. Parce que vouloir le bien, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la perfection. D'accord? Une entité qui veut le mal pour le mal ne peut pas être parfaite. Or, Dieu, s'il existe, est parfait, sinon on ne parle pas de Dieu. Enfin, Encore une fois, la perfection n'a de sens que relativement à un système de valeurs. Si tu places à l'envers ton système de valeurs et que tu mets la souffrance comme étant la valeur à atteindre, une perfection serait d'être un sadique ultime. Mais c'est là où tu dis la souffrance comme étant une valeur à atteindre. Et moi, je m'opposerais au fait que la souffrance puisse en principe être une valeur à atteindre parce qu'elle n'a pas de statut ontologique positif, euh, contrairement au bien. Tu vois, donc je pense qu'il y a une vraie asymétrie entre le bien et le mal à ce niveau-là. On revient sur mon argument de la douleur et des qualia positifs, enfin des qualia additifs. Mais bon, on tourne un peu en rond, donc je te propose de passer à l'argument moral. Tu voudrais peut-être en dire un mot avant qu'on le décortique? Oui, donc en fait, on peut dire que l'argument moral, c'est peut-être, c'est un argument en tout cas qui vise à montrer que si on nie l'existence de Dieu, on ne peut pas avoir un fondement objectif à la morale. Donc c'est-à-dire que l'athéisme est incapable de donner un fondement objectif aux valeurs et aux obligations morales. Et donc on peut résumer l'argument comme le fait Craig, c'est-à-dire bah, prémisse 1, si Dieu n'existait pas, il n'existerait pas d'obligation morale objective. Or, prémisse 2, il existe des obligations morales objectives, et donc la conclusion, c'est que Dieu existe. Donc ça reprend un petit peu l'idée de Dostoïevski, de dire que si Dieu n'existe pas, tout est permis au sens où il n'y aurait pas d'injonction, d'impératif catégorique à suivre, quoi que ce soit, parce que de telles obligations morales, de tels impératifs ne pourraient pas émaner des atomes, du monde purement matériel, des choses comme ça. Et donc, je pense que les athées cohérents doivent nier l'existence d'obligations morales objectives. Là-dessus, je partage tout à fait l'avis de Nietzsche, Camus, Sartre, qui ont bien montré que nier l'existence de Dieu voilà, implique le fait qu'on nie une source transcendante et ultime du bien, et donc il n'y a pas de possibilité de fonder les impératifs moraux. Alors, je serai plus nuancé sur le sujet parce que je pense qu'il ne faut pas faire la confusion entre la notion de morale et la notion de commandement. Et je pense que c'est un point assez récurrent dans ton livre, de considérer que la morale est nécessairement dictée par une entité suprême. Pour moi, la morale, c'est quelque chose qui définit un état de valeur aux différents états du monde. En outre, ça peut se passer de législateur. Je ne dis pas que l'ensemble des obligations morales que nous devons suivre sont intégralement dictées par Dieu à travers les 10 commandements, par exemple. Je pense qu'il y a une loi naturelle, mais que cette loi naturelle dépend en dernière instance
de Dieu comme créateur, comme cause finale, qui est à la source lui-même de cette loi naturelle. Et donc je pense que les origines de nos obligations morales ne peuvent être fondées en dernière instance qu'en Dieu, même si pas tout l'ensemble de ces impératifs, de ces injonctions proviennent directement de commandements divins. Non, mais lorsque je parle de commandement, je parle d'une entité personnelle qui affirmerait sa volonté. Plaçons-nous dans un paradigme athée et j'aimerais bien que tu m'expliques la contradiction d'un réaliste moral athée qui prétendrait que, par exemple, il est dans la nature ontologique de certains faits d'être bon ou d'être mauvais, et que ce qui pousse à croire une telle chose, c'est le sens moral qu'on dispose collectivement. De la même façon que la température, c'est une donnée objective du monde, et on peut déceler par notre thermoception la température. Oui, alors c'est ça, on peut déceler la température par des faits objectifs. On est capable de dire, ben, faire ça, ça augmentera le bonheur général ou de telle ou telle chose. On est capable de donner une analyse objective de ces faits. Mais, et c'est là que David Hume intervient, David Hume fait remarquer qu'on ne peut pas passer d'un constat empirique d'un état des choses à un jugement de valeur sur cet état des choses. C'est la fameuse is-ought fallacy. Donc, on ne passe pas juste d'un constat de telle ou telle chose à il y a l'obligation morale d'agir plutôt que comme ci, plutôt que comme ça. Et je suis d'accord avec David Hume sur ce point. Je ne pense pas que les athées les philosophes athées qui défendent le réalisme moral peuvent fonder de telles injonctions, de tels impératifs catégoriques qui viendraient faire jaillir des obligations morales. Non, mais je suis d'accord avec ça. Simplement, c'est pas parce qu'il n'y a pas de lien entre les autres observations factuelles du monde et le sens moral. C'est pas parce qu'on n'en perçoit pas de lien qu'on ne peut pas tirer de nos sens moraux des qualités particulières, objectives du monde. Ce que dit Hume, c'est qu'on ne peut pas, à partir des autres qualités objectives, en déduire les qualités objectives de la moralité. Mais c'est pas ça qu'un réaliste moral athée prétendrait. Il prétendrait simplement que la moralité, les valeurs, ce sont des données objectives du monde séparées du reste des faits qu'on peut déceler avec un sens moral. Oui, mais là, ça répond pas à la question du fondement. D'où viennent ces valeurs, d'où viennent ces obligations morales? Comment est-ce que tu pourrais les fonder? Elles ne peuvent pas émaner des atomes. Comment est-ce que tu pourrais avoir un monde purement matériel qui puisse soudainement produire des normes absolues ou des impératifs catégoriques à suivre, des choses comme ça? Je ne vois pas du tout comment tu peux fonder ça. Déjà, je pense qu'il faudrait faire une distinction entre l'athéisme et le matérialisme. Oui. Et donc, je n'ai pas parlé de matérialisme ici. De la même façon que les lois naturelles sont décelées par notre raison, on peut tout à fait avoir des éléments factuels transcendants, comme des principes moraux qui peuvent être décelés par notre sens moral. Oui, mais ces principes moraux, ils ont besoin d'un fondement. Pas forcément. Pourquoi ils auraient besoin d'un fondement plus que les lois de la logique? Les lois de la logique, elles ont un fondement en elles-mêmes. Elles ont un fondement nécessaire. Et je ne vois pas pourquoi les obligations morales, je ne vois pas ce qui pourrait fonder. Les obligations morales, elles ne sont pas auto-explicatives. Elles ont besoin d'un fondement, d'une source ultime du bien. D'où vient cette source ultime du bien d'un point de vue athée? D'un point de vue athée, déjà, là c'est d'un point de vue réaliste athée, on peut tout à fait considérer que ce qu'on appelle bien, c'est défini par des abstractions élémentaires sur ce critère de valeur. Alors, il y a différentes théories, mais tu vois, pour un utilitaire, Mais le truc, c'est que l'un sera intrinsèquement le bien. Il n'y a pas à chercher plus loin. je dirais que si l'athéisme est vrai, on est juste des animaux, des accidents de l'évolution biologique. Et donc, pourquoi est-ce que nous, contrairement aux animaux, nous aurions des normes absolues ou des obligations morales à suivre, alors que les animaux, eux, n'en ont pas? D'un point de vue évolutionniste, il y a rien qui devrait faire que nous, spécifiquement les Homo sapiens, on devrait avoir de telles obligations morales et pas les animaux. Les sapiens sont capables de comprendre
ces notions abstraites de valeur, de moralité. En outre, je pense qu'il n'est pas moralement permis de faire souffrir de façon illégitime et sans raison valable à un animal. C'est pas parce que les animaux n'ont pas de devoirs moraux qu'ils n'ont pas de droits moraux. Et donc la moralité s'applique à tous les êtres sentients. Seulement, le fait de considérer une action comme bonne ou mauvaise, effectivement, ça s'applique que dans le cas des êtres humains, parce que les êtres humains sont capables de déceler les différences entre bonnes et mauvaises actions. Ils sont capables de manipuler mentalement des concepts abstraits comme la notion de valeur, de responsabilité, choses que les animaux, a priori, ne sont pas capables de faire. Je suis d'accord qu'ils ne sont pas capables de le faire. Enfin, on est d'accord sur le constat, mais la question c'est pourquoi, qu'est-ce qui oblige l'homme à suivre et à obéir à ces impératifs catégoriques. Enfin, moi, je ne vois pas du tout comment c'est possible de les fonder. Et, enfin, On parle d'impératif catégorique comme si le déontologisme était le seul modèle d'éthique normative. C'est pas... Moi, non, des obligations morales, si tu veux, des obligations, des injonctions. Tu dois agir comme ci plutôt que comme ça. Tu dois être généreux, tu dois pardonner, tu dois être altruiste. Toutes ces choses-là, enfin, qu'est-ce qui m'oblige d'un point de vue athée, si Dieu n'existe pas, qu'est-ce qui m'oblige, pourquoi est-ce que j'aurais l'obligation morale de pardonner ou d'être altruiste ou de... Encore une fois, en parlant d'obligation, on retombe sur une forme de déontologisme. On peut tout à fait considérer que la morale traduit simplement notre connaissance d'un certain aspect du monde qui peut être soit transcendant, soit fondé sur des éléments plus superficiels. Donc, soit on serait réaliste, soit relativiste à une certaine échelle. Le réalisme moral dit simplement que cet aspect du monde, de valeur du monde, est transcendant et on peut l'observer par un sens moral, tout simplement. Il n'est pas question d'obligation, il est question d'observation de telle ou telle Oui, mais nature. moi je te parlais spécifiquement des obligations. Moi je demande spécifiquement à l'athée comment est-ce qu'il fonde la notion d'obligation morale avec son athéisme. D'obligation morale objective. Enfin, je n'en ai pas parlé, moi je parle simplement d'une vision de la moralité basée sur un système de valeurs. Autrement dit, des Oui, mais faits. moi je te parle des obligations. Dans mon livre, je parle spécifiquement des obligations morales. Mais dans ce cas, je vois pas ce qui te justifie à croire que les réalistes soutiennent la présence d'obligations morales. Encore que je pense qu'on pourrait le justifier d'une autre façon, mais bon. De toute façon, moi je suis pas spécialement réaliste, donc si tu veux qu'on passe sur la deuxième prémisse. Oui, oui, bon, bien sûr, on peut passer à la deuxième prémisse. Ouais. Donc, toi, tu considères qu'il est absurde d'être relativiste moral. D'être un relativiste moral, moi, je pense que ça contredit toute notre perception de la réalité. Et je dirais que tout individu humain normalement constitué a une conscience morale et qu'il sait au fond de lui qu'il y a des choses qui sont moralement bonnes et des choses qui sont moralement abjectes. Et d'ailleurs, en fait, toute notre société y croit implicitement à ces obligations morales objectives. Typiquement, on a vu avec quand il y a eu le crime, l'attentat qui a été commis à Annecy il y a 2 semaines, 3 semaines, toute la France était révoltée en disant que c'était abject, c'était abominable. Et là, ils n'étaient pas dans le relativiste. Ils disaient pas, personnellement, je trouve ça mauvais. Ils disaient, non, 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 c'est très grave, c'est moralement abominable. Et ils portaient des jugements moraux objectifs. Et en fait, toute notre société est imprégnée de ces jugements moraux objectifs. Et je pense qu'en pratique, tous les êtres humains y croient. Parce que moi je suis autant confiant de l'existence de telles obligations morales objectives que dans la réalité du monde extérieur. Enfin, de la même manière que je vois qu'il y a un arbre en face de moi, je sais aussi naturellement et intuitivement que torturer un bébé pour le plaisir ou poignarder des bébés dans des poussettes, c'est objectivement immoral. Et je dirais que si toute personne qui est en désaccord avec ça, il y a tout simplement un handicapé mental. D'accord. Et par exemple, donc, tu me dis de quelle couleur vois-tu l'arbre devant toi? Vert. Vert, très bien. Et donc, tu considères aussi que le fait que tu le vois vert, c'est une vision objective Alors pour les couleurs, ça peut être un peu subtil parce que il n'y a pas tout le monde qui a strictement la même perception des couleurs. Il y a les daltoniens, des gens comme ça. Donc bon, ça nous amènerait au débat sur la réalité objective des qualia, mais c'est un autre sujet.
Mais par contre, même si même si, admettons qu'on dise qu'on ne peut pas savoir la couleur d'une chose de manière objective, on peut dire qu'on peut savoir qu'elle existe. Je sais qu'il y a un arbre en face de moi, et j'en suis certain. Non, mais en fait, je voulais souligner une distinction qui a à faire, à mon avis, dans le caractère objectif ou subjectif des choses, entre l'aspect biologique et l'aspect culturel d'une certaine faculté. Je suis d'accord qu'en général, en tout cas pour certains comportements moraux, on est biologiquement déterminé à considérer quelques actions comme moralement inacceptables, comme par exemple le meurtre d'enfants ou ce genre de choses. Mais je pense que l'analogie avec la vision est plus pertinente qu'on pourrait le penser. Si je poursuis la métaphore, on pourrait dire que le bien et la couleur n'existent pas vraiment dans la nature. Finalement, la nature présente que des faits bruts, des ondes lumineuses de différentes longueurs d'onde, pour filer la comparaison. Et l'évolution nous a dotés à la fois d'un œil et d'un sens moral, parce que chacun de ces éléments développés favorisait le développement de l'espèce. Donc finalement, Oui. les êtres capables de voir ou d'agir moralement ont été sélectionnés par sélection naturelle, et de génération en génération, on a pu voir apparaître chez l'espèce humaine des facultés morales, presque l'entièreté de l'humanité, mais en quoi cette moralité ne serait pas simplement identique à la vision? Alors, tu as dit beaucoup de choses, mais tu disais que d'un point de vue évolutionniste, tu pouvais considérer que la morale était tout simplement ce qui était conforme au développement de l'espèce, ce qui faisait que l'espèce pouvait mieux se développer. Je dirais qu'il y a des contre-exemples à ça quand même. Par exemple, le viol est propice au bon développement de l'espèce, parce que ça participe à la procréation, et pourtant c'est immoral de violer une femme. De même, le sacrifice de soi est contraire à notre instinct de survie. Si je me sacrifie pour sauver une personne et que je me sacrifie à sa place, c'est-à-dire que j'accepte de mourir à sa place, je fais quelque chose qui est contraire à mon instinct de survie naturel, et pourtant, tout le monde est d'accord pour dire que le sacrifice de soi, c'est une action qui est moralement bonne. Donc déjà, je ne pense pas que c'est possible de réduire la morale à ce qui est propice à la survie de l'espèce. Mais même en admettant que c'était possible, même si on constatait que l'évolution nous avait programmé pour agir en vue de ce qui est propice à notre survie, juste parce que l'évolution nous prédispose à ça, ça ne veut pas dire qu'on a une obligation morale de suivre ce que l'évolution nous pousse à faire. Là, je rejoins ce que disait Hume, juste parce qu'on constate que c'est comme ça dans l'évolution, qu'on est poussé à ce qui est propice à notre survie, ça ne veut pas dire qu'on a l'obligation morale de suivre ce que l'évolution nous pousse à faire. Oui, et un relativiste dirait simplement qu'il n'a pas d'obligation morale absolue, mais qu'il est simplement entraîné vers ce que lui dicte Oui, voilà. Donc il rejetterait quand même la deuxième prémisse et il nierait l'objectivité de. Non, là, je répondais aux athées qui veulent fonder l'objectivité des obligations morales en se fondant sur l'évolutionnisme. Et ça marche pas. Donc, le propos, là. oui, oui, oui. Prends Je la comprends. direction du déjà, sur l'évolution, il faut bien considérer que si jamais la morale est issue de l'évolution, c'est un sens archaïque de la morale qui a été issu de l'évolution, qui a ensuite été raffiné, développé par l'esprit critique, la raison, la réflexion, d'une vie en société développée, évoluée. Effectivement, le sacrifice personnel n'a pas d'intérêt évolutionniste direct. Mais à travers le sacrifice personnel, ce qu'on va reconnaître, c'est l'action d'altruisme. Donc l'altruisme, en l'occurrence, c'est une faculté qui a été probablement sélectionnée par l'évolution. Le fait que la version archaïque de la morale a une origine évolutionniste ne veut pas dire qu'elle n'a pas pu évoluer en des termes plus complexes par la suite, lorsque la société s'est développée. Oui, oui, non, c'est possible qu'il y ait une partie de la morale qui soit liée à l'évolution, c'est pas exclu, mais ce que je voulais dire, c'est, tu es d'accord avec moi que ça suffit pas à fonder euh, les obligations morales objectives, tout ça. Et donc, Je ne parle pas d'objectivité, encore une fois, je parle de la vision relativiste morale que tu rejettes, parce que ça te oui, semble absurde. Donc moi, je t'explique que cette perception de la morale analogue à la vision me paraît tout à fait cohérente et plus élégante même qu'une vision transcendante de la morale pourrait trouver au premier abord.
Et ce qui me gêne dans le relativisme moral, c'est le fait que ça implique de dire que il n'est pas objectivement immoral de, euh, de violer, de torturer des bébés, de faire toutes ces choses-là. Et pourtant, ça semble clair comme de l'eau de roche à tous que ça existe, de telles obligations morales. Ça fait partie de notre perception du monde quotidien. Euh, et Et ton analogie... en Quoi? tout cas, c'est clair comme de l'eau de roche que le ciel est bleu et que la mer est bleue. Oui. C'est pas des caractéristiques objectives du monde, la couleur bleue. Sur la question des couleurs, ça peut être plus subtil parce qu'effectivement, il y a. Je sais pas d'ailleurs, il faudrait que j'étudie plus la question de l'objectivité des couleurs. Euh, mais même si les couleurs n'étaient pas objectives, c'est-à-dire que une même personne pourrait voir un objet de couleurs différentes, je vois pas pourquoi ça remettrait en question l'existence d'obligations morales objectives. C'est juste un autre sujet. Non, mais le parallèle est entre la notion de cela paraît évident que quelque chose est objectif. Si on prend la couleur, il est évident que le ciel me paraît bleu. C'est pas pour autant que ça va être objectivement la couleur du ciel. Et tout Oui, comme alors, il est évident pour moi que des actes de torture ou de meurtre ou de viol sont des actes immoraux, ça ne veut pas dire que c'est une caractéristique objective. Le problème avec cette notion d'objectivité, c'est que, en fait, pour distinguer l'objectif du subjectif, il faudrait mener un raisonnement à l'extérieur de notre perception. Parce que forcément, ce qui est objectif, ça dépasse notre condition personnelle. Donc on ne peut pas justifier ça par c'est évident ou c'est intuitif. en fait, je pense que c'est un problème d'épistémologie. Moi, j'adhère à l'épistémologie du conservatisme phénoménal. Donc, ça dit la chose suivante, il est rationnel pour un agent A de croire P si il a la très forte intuition que P est vrai et qu'il n'existe pas de bonne raison de douter de cette intuition. Et donc, si on a de bonnes raisons de douter de l'existence d'obligations morales objectives, alors, bah, oui, là, on pourrait remettre en question ces intuitions initiales. Mais tant qu'on n'a pas de bonnes raisons de remettre en question ce qui paraît à tous être une évidence, alors bah, c'est quand même rationnel de croire ce que nous disent nos intuitions a priori, en dépit de preuves contraires, évidemment. Blink, c'est ça? C'est de quoi? De David Blink, je crois, c'est le principe. Non, c'est de Michael Humer, qui est un philosophe agnostique, qui a écrit un livre pour défendre cette thèse épistémologique au début des années 2000. Euh, Euh, mais moi, je pense que le propre de la philosophie, c'est justement de dépasser ses intuitions, ses premières opinions sur un sujet donné, et en particulier sur un sujet philosophique, parce qu'elles sont souvent naïves et erronées. Et je pense qu'il est facile, en approfondissant un peu la question du réalisme ou du relativisme moral, en détaillant ce que signifie l'objectivité et en établissant ses critères de distinction, et en prenant du recul sur nos intuitions morales, de comprendre pourquoi nos actes moraux ou immoraux semblent personnellement... pourquoi certains actes semblent personnellement moraux ou immoraux. Et en fait, on pourrait se rendre compte facilement pourquoi nos intuitions, qui sont les quintessences de la subjectivité, ne sont en rien des justifications sur le réalisme moral. Et donc, toi tu penses quelle est la place de l'intuition dans l'épistémologie? Est-ce que tu penses que l'intuition est à rejeter totalement ou que ça vaut quelque chose quand même? Je pense que l'intuition n'a qu'une place par défaut. C'est-à-dire que je suivrai mon intuition uniquement s'il m'est impossible de dépasser, de les dépasser tout simplement. Mais en gros, il y a plein de choses qu'on connaît juste par l'intuition. Donc, par exemple, la réalité du monde extérieur, c'est pas quelque chose qui est démontrable. Parce que tu pourrais dire, après tout, le monde pourrait être qu'une illusion. Et en fait, non, on fait confiance qu'on n'est pas dans la matrice où qu'on est dans un monde réel et pas juste une illusion, parce qu'on se fie à notre intuition. Et que tant qu'on n'a pas de bonne raison de penser le contraire, on doit se fier à ce que nous dit notre intuition a priori. Je sais pas, par exemple, Nick Bostrom argumente justement sur le fait qu'il n'est pas si évident que ça, qu'on ne soit pas déjà dans une simulation informatique. Ouais, mais ça, c'est du délire. Tu crois vraiment Bah, à ça? c'est pas forcément du délire, c'est une idée intéressante à examiner. Et en particulier, ce que je disais sur la vidéo, la première vidéo qu'on a tournée ensemble sur l'épistémologie, la philosophie n'a pas pour objectif de donner des connaissances sur le monde absolument,
d'établir des démonstrations, mais plus de donner des ouvertures d'esprit sur les possibilités de sur quoi le monde pourrait être. Et en cela, s'arrêter à des intuitions, c'est justement faire de l'antiphilosophie. C'est contre la pensée philosophique depuis Platon, s'arrêter à des préjugés. Mais personne. Attends. Là c'est mal représenter ma position que de dire que je m'arrête à l'intuition. Justement, la phrase de l'épistémologie phénoménale, c'est de dire que l'intuition est un bon guide en général à la vérité, sauf si on a de bonnes raisons de penser le contraire. Et donc, dans ce cas-là, ce sont les arguments qui pourront, en principe, réfuter l'intuition. Mais je dis juste que l'intuition, c'est un bon guide pour commencer. La philosophie commence par l'intuition. Oui, mais on ne peut pas attendre d'avoir de bonnes raisons. Il faut chercher à dépasser nos intuitions. Et c'est en échouant suffisamment longtemps à les dépasser qu'on pourrait s'y ranger par défaut. Et en particulier pour la question qui nous intéresse, c'est-à-dire le réalisme ou le relativisme, un peu d'analyse sémantique sur le sujet nous permet rapidement de considérer que les intuitions ne sont absolument pas pertinentes pour juger d'une objectivité morale, puisque l'intuition réside dans notre appréciation personnelle des faits moraux. Si jamais j'ai l'intuition que quelque chose est mauvais, ben, c'est forcément une intuition qui m'est personnelle. Je ne peux pas rendre ça universel. L'intuition, ça me paraît absurde. Mais le problème, c'est que si tu rejettes ça, cette épistémologie de l'intuition du conservatisme phénoménal, tu vas vivre dans un scepticisme perpétuel de tout. Tu vas te mettre à douter de tout, même de douter de tes propres perceptions sensorielles, de tes cinq sens. Bah, si ça se trouve, je ressens ça dans mon odorat, mais ça pourrait être une illusion. Je vois un arbre en face de moi, mais si ça se trouve, c'est une illusion, que je suis dans une simulation informatique. Il n'y a pas vraiment d'arbre. On m'a juste matrixé le cerveau pour que je pense ça. Et du coup, tu peux opter pour ça, mais tu optes pour un scepticisme radical et qui t'empêche d'avoir beaucoup de connaissances sur le monde réel quand même. Bah, je ne sais pas si ce sont vraiment des connaissances du coup. Après, je ne suis pas aussi sceptique que tu le prétends. Je considère qu'effectivement, il est plus prudent de se ranger vers nos intuitions dans le cas où il est impossible par la pensée de les dépasser. Si la philosophie ne m'apporte aucune raison rationnelle de dépasser mes intuitions en termes de probabilité épistémique, je me rangerai vers ces intuitions. Et c'est pour ça voilà, que et donc je dirais la même chose. Il marche devant lui, même s'il y a une falaise, et qu'il continue à marcher parce que ses sens pourraient le tromper. Je ne suis pas aussi absurde que ça. D'accord. Mais donc, justement, là, tu fais confiance à ton bon sens et à ton observation du monde réel. Tu fais confiance que c'est bien le cas, que ça décrit bien la réalité. Et moi, je dirais que c'est pareil avec la morale, avec notre conscience morale. Je dirais que tout individu a une conscience morale et sait très bien au fond de lui qu'il y a certaines choses qui sont moralement abjectes et certains actes qui sont moralement bons. Et que, je suis désolé, mais violer des femmes, torturer des bébés pour le plaisir, commettre des attentats, ce sont des choses qui sont objectivement immorales. Et ça, je trouve pas ça trop controversé. C'est-à-dire que en pratique, toute la société est d'accord avec ça. Même les plus libéraux, hein, ils vont s'offusquer de la discrimination. La société en pratique est d'accord sur le fait que, certes, il est immoral de torturer, tuer, violer, que sais-je. Je suis d'accord que si on prend une personne au hasard dans la rue, ce serait très peu probable qu'elle dise qu'il est effectivement très bien de tuer des gens ou de torturer des gens. Mais ça n'a rien à voir avec la question de l'objectivité ou de la subjectivité. Là, on parle d'une forme d'universalisme à l'échelle de l'espèce humaine. Moi, je trouve un modèle alternatif qui est de dire que l'évolution a doté l'espèce humaine d'un sens moral relativement uniforme, qui permet d'avoir aujourd'hui au sein de la société des consensus sur des actions très immorales ou très morales, et que les gens sont relativement d'accord sur ces sujets-là. Oui, mais tu dis pas qu'il y a une obligation à quelqu'un. L'objectivisme et l'objectivisme. Oui, oui. Mais le problème que j'ai avec ta vision du monde sur ce point, c'est que tu dis que c'est pas objectivement immoral de se faire sauter, commettre des attentats terroristes, de violer. Et ça, je trouve ça juste choquant, intellectuellement. C'est-à-dire que. Non, mais ça te choque, mais c'est pas un argument rationnel, le fait que ça te choque. Non, mais je n'ai pas dit que le fait que ça me choque, c'est un argument rationnel. Je ne suis pas en train de dire ça. Je trouve ça juste contraire à notre appréhension basique
du monde. De la même manière que quelqu'un qui me dirait que je vis dans la Matrix ou je vis dans une illusion, ben, je le prendrais pas au sérieux, parce que ça contredit tout ce que mes sens premiers me disent. Toutes mes perceptions sensorielles me disent l'inverse, et je vois quelqu'un en face de moi qui me dit d'opter pour un scepticisme radical et de remettre en question toutes mes perceptions sensorielles et mes croyances basiques. Donc, On n'a pas d'appréhension basique de ce qu'est l'objectivité et la subjectivité. Je pense que justement, on comprend très mal ces deux notions et qu'on a toujours tendance, de façon un peu naïve, à confondre objectif et quasi universel. Et les facultés alors, biologiques je fais la quasi distinction. universelles nous paraissent objectives, tout comme la vision nous paraît objective, tout comme il est objectif pour la plupart des gens, intuitivement, de dire oui, le ciel est objectivement bleu parce que tout le monde le voit bleu de la même façon. Mais c'est de l'intersubjectivité basée sur un relatif consensus à l'échelle d'une communauté. Ce n'est pas de l'objectivité absolue. C'est pour ça que Je suis d'accord avec toi. pas d'objectivité. Non, je suis d'accord avec toi qu'il faut bien faire la distinction, et d'ailleurs je la fais dans le livre, entre ce qui est universel et ce qui est objectif. Ce qui est universel, c'est ce qui est partagé par toute personne, enfin toute population, à toute époque, ou quoi que ce soit. Ce qui est objectif, la définition de l'objectivité, hein, c'est ce qui est vrai indépendamment de l'opinion d'autrui. Et donc, il peut y avoir des vérités objectives qui ne sont pas universelles, parce que de toute façon, elles ne sont pas connues par les gens. Par exemple, le fait que le nombre d'atomes dans l'univers est pair ou impair, ça peut être une vérité objective, même si elle n'est pas universellement partagée, parce que tout simplement, on ne sait pas. Et de la même manière, il peut y avoir des choses qui sont universellement partagées dans le monde et qui sont objectivement fausses. Et donc, je suis d'accord avec toi qu'il faut bien distinguer les deux. Euh, mais pourquoi est-ce que je disais ça? Ben, voilà, c'est ça. Je suis pas en train de dire que parce que quelque chose est universellement partagé et que les gens sont d'accord, alors il s'ensuit que c'est objectif. Je dis pas ça. Je dis que nos perceptions sensorielles basiques, comme notre perception basique de la réalité du monde extérieur, peut nous apporter certaines connaissances objectives sur la réalité, et ça inclut la connaissance de l'immoralité objective de certaines actions. Euh, c'est ça la différence. Bon, on n'aura pas d'argument autre que c'est évident par l'intuition que. Mais c'est comme si en fait, c'est comme si tu me demandais de te donner un argument en faveur de la réalité objective du monde extérieur. Je ne pourrais pas t'en donner. Ça relève d'une croyance proprement basique, c'est-à-dire une croyance qui n'a pas besoin d'être justifiée par des preuves externes pour être Moi, je crédible, dirais pour être. avec un bon argument pour justifier la réalité extérieure, c'est le fait que mes perceptions sont relativement ordonnées, habituelles. Et donc, s'il n'y avait pas de support extérieur pour justifier causalement l'ordre de mes perceptions, ce serait quand même curieux que ces flots de sensata soient aussi cohérents la plupart du temps. Ben oui, moi je t'objecte que c'est exactement ce que ressentent les gens dans la Matrix. Dans la Matrice, pour ceux qui ont vu le film Matrix, ils ont l'impression qu'ils vivent dans un monde extérieur réel, que leurs sensations marchent, et pourtant ils vivent dans une réalité fictive, dans une illusion. Donc qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas dans la Matrix? Donc c'est pas une preuve absolue que tu me donnes pour le monde extérieur. Ah, j'avais pas la prétention de prouver absolument. Et d'ailleurs, je pense qu'il est sain de ne pas avoir de certitude sur ce sujet-là, comme sur aucun autre. En particulier, je pense que la matrice est un paradigme qui viole le rasoir d'Occam. C'est pour ça que je ne m'y range pas. Mais c'est une possibilité, aussi un film soit-elle, il faut la garder à l'esprit. C'est pas tout à fait la même chose avec la notion de relativisme ou de réalisme, parce que les deux visions sont assez débattues en philosophie éthique aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de consensus sur les experts dans le domaine. Certains sont réalistes, d'autres relativistes. En particulier, moi, je suis plutôt relativiste parce que ça m'apparaît être une façon plus simple et plus élégante de définir ce qu'est la morale et comment elle est apparue, sans hypothèse ad hoc, sans considérer une transcendance de la moralité. Et je t'ai proposé une vision alternative qui ne me paraît pas violer le rasoir d'Occam, qui est de considérer que la moralité est issue de l'évolution et que de ce fait, les normes éthiques sont assez universelles chez l'être humain, mais qu'il n'y a pas de sens de parler d'objectivité, parce qu'en dehors de cette construction évolutionniste, la morale n'a pas de sens, tout simplement. Donc maintenant, si tu continues à me dire que c'est évident pour toi que mon modèle est faux sans me donner plus de justification, je pense qu'on va passer à un autre argument. Mais Je dis juste que
Est-ce que tu es conscient que tu violes toutes tes intuitions a priori avec ce modèle? Aucune intuition a priori. Je n'ai pas d'intuition a priori sur l'objectivité d'un concept aussi complexe et contre-intuitif que la morale absolue. C'est pas complexe, hein. Attends, c'est pas complexe de dire que c'est immoral de torturer des bébés pour le plaisir, hein. Non, il est complexe de comprendre ce que ça veut dire qu'une morale puisse être indépendante de mon appréhension personnelle. Moi, je ne comprends même pas ce que ça veut dire, en fait, de considérer qu'une chose est bonne ou mauvaise indépendamment de ce que je vais juger bon ou mauvais en tant qu'être humain. C'est quelque chose de tout à fait mystérieux. Mais toi, tu trouves pas ça mystérieux quand il y a des attentats qui sont commis au nom d'Allah? Tu es d'accord que même si enfin, la personne en question n'a pas l'intuition que c'est mauvais ou quoi que ce soit, tu étais capable toi-même, par ta propre intuition et ta perception, savoir que c'est mal. Euh, Mais je ne sais pas que c'est mal, je trouve que c'est mal. Et c'est ouais. une nuance qui est quand même importante. Parce que le relativiste ne va pas juger mystérieux qu'il trouve mal certaines actions. Oui, oui, C'est très mais donc différent. dans ton monde, les gens sont obligés de dire, oh bah à titre personnel, je trouve ça mal, mais bon, si Hitler trouvait que c'était bien de commettre le génocide juif, alors bon bah c'est sa morale à lui, chacun sa morale, Mais alors que moi, je dirais ben non, enfin, je saisis très facilement, là pour le coup je trouve pas ça complexe à saisir, que ce qu'a fait Hitler c'était mal, indépendamment de ce qu'en pensent les juifs ou les nazis, enfin. je pense que réduire la vision relativiste morale à l'adage chacun sa morale, c'est affreusement réducteur et ça ne traduit absolument pas ce que pensent les relativistes sur le sujet. Je pense qu'on fait un amalgame entre le relativisme et le nihilisme. Autrement dit, le relativiste va porter des valeurs personnelles et va pouvoir militer, les exprimer, les appliquer, parce qu'il va avoir conscience qu'il est programmé pour ça. Tout comme, par exemple, comprendre d'où vient le mécanisme de la vision ne va pas empêcher un voyant de voir ce qu'il voit, de percevoir les couleurs. De la même façon, un relativiste, en expliquant pourquoi il trouve bon ou mauvais certaines actions, ne va pas s'empêcher de les commettre ou de les arrêter. Le nihiliste, lui, sera détaché, complètement indéterminé par les valeurs. Mais on ne parle pas de nihilisme, on parle de relativisme. Je pense que finalement, dans les actes concrets, il y a assez peu de différence entre un relativiste et un réaliste. Les querelles se situent à plus haute abstraction. Les Oui, conclusions oui. se rejoignent assez souvent. Un relativiste sera tout à fait d'accord pour arrêter des attentats parce qu'il trouvera ça personnellement ignoble et jugera que la société sera mieux sans ces attentats, et la plupart des gens aussi. C'est simplement des querelles ontologiques sur la nature de la morale. Donc, je pense que c'est un peu un argument ad hominem de vouloir amalgamer le relativisme au nihiliste, et qui Le, se le, décourage le- des valeurs morales avec à chacun sa morale. je vois pas en quoi c'est ad hominem. Enfin, C'est je- ad hominem dans le sens où, je ne dis pas que c'est ce que tu prétends, mais cet argument tend à faire croire que les personnes qui soutiennent le relativisme ont une vision complètement indifférente à la moralité, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut tout à fait être relativiste et porter des valeurs personnelles euh, très fortement. Et tout comme il est subjectif que j'aime les fraises, par exemple, mais je ne vais pas m'empêcher de manger des fraises parce que j'en ai envie. Il est subjectif que je trouve odieux des attentats, mais je ne vais pas m'empêcher d'arrêter les attentats si je le peux. oui, mais j'ai pas dit que les relativistes enfin, allaient empêcher ou non des attentats. Enfin, évidemment que je suis d'accord que tout le monde en pratique empêchera les attentats ou des choses comme ça. Et donc, je suis pas en train de faire ce genre d'argument. Je dis juste, enfin, tu t'as cru que je disais ça? Non, non, mais je pense que c'est quand même bien de le préciser. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et alors ça, peut-être pour faire des précisions importantes, je suis d'accord que en pratique, même s'il y a un débat sur l'ontologie de la morale, sur la nature et le fondement des valeurs morales, en pratique, les gens sont quand même d'accord pour lutter contre les atrocités qui ont lieu dans la société. Je dis juste que
toute notre société, en pratique, croit au réalisme moral, et parce que ça fait partie de nos perceptions, je dirais, quasi sensorielles. On a 5 sens, d'accord? Et on pourrait même en ajouter un sixième, c'est le sens de la morale, la conscience morale qui est ancrée en nous. Mais bref, je pense que en fait, tous nos désaccords, il va être fondé plutôt sur des questions épistémologiques et la place de l'intuition, et aussi au fait que j'adhère à l'épistémologie du conservatisme phénoménal de Michael Huemer, et pas toi, donc c'est plutôt là où il y a nos désaccords. Voilà, je pense aussi qu'il faudrait se méfier sur la notion d'intuition et en particulier à l'applicabilité de l'intuition pour trancher des questions qui dépassent notre compréhension intuitive, en particulier sur des questions d'objectivité, de subjectivité. Avant d'appliquer l'intuition, pour moi, il est préférable de comprendre et d'approfondir les termes pour comprendre vraiment. Mais tu dis que c'est un thème qui est compliqué et qui est d'ailleurs beaucoup débattu chez les philosophes. Mais je répondrai à ça que le fait que quelque chose soit beaucoup débattu chez les philosophes n'implique pas qu'on puisse pas avoir une opinion tranchée dessus. Donc typiquement l'infanticide, la moralité de l'infanticide est beaucoup débattue chez les philosophes qui défendent l'avortement. Donc il y a une quantité de philosophes qui défendent intellectuellement l'infanticide. Donc Peter Singer, Tooley, McMahon, Gubbellini, Minerva, je peux t'en citer une quantité. Et pourtant, toute personne peut savoir que l'infanticide c'est mal. Il n'y a pas besoin, juste parce que quelque chose est débattu chez les philosophes, ça ne veut pas dire que le camp adverse se trompe pas complètement, tu vois. On ne va pas parler de l'avortement dans ce débat-là. Je pense qu'il y a une différence, en tout cas, en particulier l'intuition morale entre avortement et infanticide. Mais je pense surtout que c'est pas parce qu'on pense avoir une bonne opinion sur le sujet, et que par ailleurs il y a un débat sur le sujet de la part des experts, qu'on peut se prétendre meilleur que les experts. Je pense qu'il faut avoir plus de prudence épistémique à ce niveau-là. Si une question est débattue par les experts, c'est peut-être qu'elle n'est pas si évidente à trancher qu'on ne le pense. Et donc, alors là, je ne serais pas d'accord avec ça, parce que typiquement, je te disais, dans le débat sur l'avortement, tu as une quantité de philosophes qui défendent l'infanticide. Pourtant, le fait que la question soit débattue chez les philosophes pro-avortement, ça n'implique pas qu'une personne lambda dans la rue, une mère de famille, ne puisse pas avoir l'intuition morale évidente comme quoi tuer un bébé après sa naissance, plusieurs mois après sa naissance, est immoral, même si la question est débattue chez certains philosophes. Elle me semble que cette dame ne serait pas dans une violation de la vertu épistémique si elle disait que, non, indépendamment de ce que disent ces philosophes, j'ai même pas envie de les lire, je sais par ma propre perception du bon sens moral que tuer un bébé plusieurs mois après sa naissance, c'est immoral, bien qu'il y ait une dizaine de philosophes qui défendent l'inverse. je ne serais pas d'accord avec toi sur ce point de vue épistémologique, parce que pour moi, le fait qu'il y ait un débat, ça veut dire que justement, il y a quelque chose derrière les intuitions morales. Je ne pense pas que ce soit par rapport aux intuitions morales délirantes de ces philosophes qu'ils ont ces positions en particulier. Peut-être qu'ils ont trouvé des arguments pertinents pour justifier. Je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec eux, hein, mais on s'entend bien. Mais je pense que justement, le fait qu'il y ait un débat au-delà des intuitions justifie le fait de considérer que peut-être que les intuitions sont insuffisantes et qu'on devrait justement lire ces philosophes pour pouvoir les contredire. Mais donc, tu parlais de ton philosophe tout à l'heure qui défendait que c'est probable qu'on vive dans un monde illusoire et qu'on vive dans une simulation informatique. Donc, du coup, tu penses que la prudence épistémique impliquerait qu'on doit suspendre son jugement quant à la réalité du monde extérieur et que personne ne pourrait se prononcer là-dessus avant d'avoir lu ce philosophe et évaluer le débat académique sur cette C'est question? une question de suspension de jugement. C'est tout simplement une question de prudence quant à notre état de connaissance et ne pas être trop assuré de nos positions si l'on voit que des gens beaucoup plus experts que nous dans le domaine sont en désaccord. Ça me paraît quand même une vertu épistémique de base, hein. Enfin, je ne vois pas pourquoi comment dire, les philosophes qui défendent l'infanticide seraient. Enfin, je ne pense pas qu'il y a besoin enfin, moi, je l'ai fait à titre personnel parce que j'ai fait un livre sur l'avortement, donc j'ai lu leurs travaux, mais je ne pense pas qu'une personne soit dans l'obligation de lire leurs travaux pour pouvoir rejeter d'un revers de la main ce qui est leur thèse, juste par leur appréhension simple du bon sens moral.
ce que je dirais. Si j'étais taquin, je pourrais dire la même chose de l'apologétique. Mais on est en train de débattre, justement. Ouais. Pourquoi c'est analogue à l'apologétique? Parce que de mon point de vue, l'apologétique est contraire à toutes mes intuitions sur le monde. Et donc, si je devais écouter mes premières intuitions, je ne débattrais pas avec toi. Oui, mais c'est pas pareil parce que c'est pas aussi absurde de défendre qu'il y a une religion qui pourrait être vraie que de défendre que c'est moralement acceptable de buter des gosses plusieurs mois après la naissance. Enfin, il y a quand même une différence de plausibilité. Je pense que la question morale, tout dépend si on parle d'éthique ou de métaéthique, encore une fois. Mais la question morale est assez différente parce qu'il ne s'agit pas forcément d'épistémologie. Dans ce cas-là, il s'agit juste de valeur personnelle. Et s'il est dans ta valeur personnelle de défendre une certaine moralité, peu importe qu'elle soit réaliste ou relativiste finalement, et de défendre une certaine moralité, ce n'est pas à coup d'arguments rationnels qu'on pourra te faire changer d'avis. Et c'est très bien. Moi-même, j'ai des valeurs personnelles que je porte de façon naturelle et je ne pense pas qu'on puisse me les faire changer. Mais ce n'est pas forcément la même chose de parler d'épistémologie et de parler de goût moral, de préférence morale, d'attitude, de valeur. Ce genre de choses, c'est deux choses distinctes. Donc, épistémiquement, je ne suis pas d'accord avec toi sur la notion d'intuition. Par contre, effectivement, sur les intuitions morales, ce que nous dicte notre bonne conscience, oui, je suis relativement d'accord que si un acte nous paraît, d'un point de vue comment dire, intuitif, odieux, je ne pense pas qu'on puisse nous faire tellement relativiser à coup d'arguments rationnels. Encore qu'on pourrait comprendre les causes et implications de ces... je ne sais pas, par exemple, si on dit le meurtre c'est mal, et qu'on approfondit dans une perspective conséquentialiste que le meurtre pourrait avoir des vertus bénéfiques sur le long terme, on peut relativiser notre aversion au meurtre. Mais bon, encore une fois, il n'est pas question de renier ces valeurs par la lecture de philosophes qui ont des valeurs différentes des nôtres. Là, je parle vraiment d'épistémologie. Mais moi, j'ai l'impression que tu ne penses pas que une personne est dans son droit épistémique de rejeter a priori le travail de philosophes qui défendent des thèses délirantes, du genre l'infanticide plusieurs mois après la naissance, sans avoir étudié leurs œuvres. Or, moi, je pense qu'il y a ce droit épistémique chez une personne juste, enfin, je sais pas. Ça, c'est juste L'épistémologie, c'est la recherche de la connaissance. On avait dit dans la première vidéo qu'on a tournée ensemble, l'épistémologie traite de la notion de connaissance, de vérité, et pas forcément de la notion de valeur. Et donc pour moi, il est important et intéressant de voir l'état le plus abouti du débat sur la question de la part des experts pour avoir la meilleure connaissance possible de la question. Ça, je suis d'accord. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein. Pour écrire mon livre sur l'avortement, j'ai dû me confronter aux meilleurs experts du camp adverse. Mais je dis juste que c'est pas que toute personne n'est pas dans l'obligation épistémique de faire ce genre de recherche pour avoir un avis sur la question, en suivant ses intuitions morales très fortes. Comme quoi, l'infanticide est immoral.